Bienvenue dans ce webinaire organisé par Kearus et nous avons l'amabilité de recevoir effectivement Thibaut d'Homserve avec nous pour ce webinaire. Alors, le thème de ce webinaire, c'est la moderne data stack, mythe et réalité. Donc, on a décidé de faire un webinaire donc, assez court, en 45 minutes, dans lequel on va à la fois vous partager un certain nombre de convictions que l'on a aujourd'hui sur ce marché et sur ce thème de la moderne data stack, mais également la réalité qui sera un peu plus incarnée par toi, Thibaut, sur Homserve, puisque tu as mis en place cette architecture il y a déjà un petit moment chez Homserve, et puis tu vas pouvoir un peu nous donner ton retour d'expérience. On voit aussi que la moderne data stack, c'est on va dire une thématique qui est assez comment dire, discutée sur l'ensemble de la sphère data en ce moment, avec un certain nombre d'articles qui ont été postés par quelques grands pontes de la data à travers le monde. Je pense notamment au fondateur de DBT qui a posté un article récemment dans lequel il remet en question certaines choses. On en discutera un petit peu plus à la fin. C'est ce qui est un peu l'objectif, hein, c'est de démystifier un petit peu, on va dire, à la fois les opportunités et les challenges de ce type d'architecture. On va commencer par une brève présentation. Thibaut, je te laisse te présenter. Ouais, Thibaut Gadiolet, donc Chief Data Officer d'Homserve France-Belgium. On est basé à Lyon, à peu près 1 millier de collabs entre la France et la Belgique. Et donc, très rapidement, un passif de plutôt cybersec, donc rien à voir avec la data, puis un change en tant que product manager sur justement monter cette moderne data stack. Et puis, pour finir, une transition depuis 2-3 ans en tant qu'effectivement Chief Data Officer et donc responsable de l'ensemble des équipes data chez Homserve. Super, merci Thibaut. Donc, à mon tour, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Brahim. Je suis vice-président exécutif de Kearus France. Je suis au COMEX en charge de la stratégie et des offres. Et donc, j'ai pas mal de sujets comme ceux-là que je discute avec l'ensemble de nos clients. On va vous présenter Kearus assez brièvement. Je vais commencer par une petite vidéo et ensuite, je vais faire un petit focus un peu plus sur notre étendue. Donc, Kearus, en quelques chiffres, donc on a été créé en 96 dans la data, donc 27 ans d'expérience dans la data. On est vraiment un hyper spécialiste de la donnée. On a aujourd'hui 3300 collaborateurs à travers le monde. On est présent dans 27 pays et sur 4 continents, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 370 millions d'euros. C'est une entreprise française qui est encore 100% française et détenue à majorité par son fondateur, qui est Eric Cohen, qui aujourd'hui a fait entrer à son capital BNP Paribas l'année dernière, et puis qui continue de se développer à travers le monde. Si on devait un peu lister nos expertises, puisqu'on a fait évidemment beaucoup de data et c'est vraiment le fondement de notre offre, on a aussi développé un certain nombre d'expertises, de l'expertise sectorielle, puisqu'on a des filiales qui sont aujourd'hui dédiées à certains verticaux d'industrie, la banque, l'assurance, l'immobilier, le life science. Et puis également un cabinet de conseil en management interne qui œuvre dans du conseil métier sur des fonctions comme la finance, le marketing, les RH, la RSE récemment. Donc, c'est assez utile pour nous de pouvoir traiter un petit peu l'ensemble de projets de bout en bout, hein, depuis, on va dire, le conseil métier jusqu'à la mise en œuvre et le maintien en conditions opérationnelles d'un certain nombre d'applicatifs digitaux et métiers. Puis, on a aussi une grosse composante digitale qui s'est développée notamment dans la région de Lyon, d'ailleurs, et qui travaille sur de la stratégie, sur de la mise en œuvre d'applicatifs métiers internes ou externes, sur des outils de relations clients comme par exemple Zendesk, etc. Et puis, on a également 2 autres filiales que sont AppSci-Cyborg sur la partie cloud et notamment sur le middle market, et puis Upsky qui est notre structure dédiée à l'infra et à la cybersécurité. Donc, revenons-en un petit peu au sujet. Donc, la moderne data stack, c'est quoi? C'est une architecture de données moderne qui se met au service de l'entreprise pour à la fois permettre de mettre en œuvre des cas d'usage d'analyse en temps réel. Hein. On parle vraiment de BI vraiment temps réel, et puis, ou en tout cas quasi temps réel, et bien sûr d'être en mesure de pouvoir gérer l'émergence des cas d'usage d'intelligence artificielle que l'on voit en ce moment. Donc, ça ne vous a pas échappé. Donc, nombreux sont nos clients qui aujourd'hui se rendent compte que leur infrastructure est encore soit
pas du tout démarrer sur la partie transition vers le cloud, soit démarrer mais plutôt orienté sur du data warehousing, en tout cas une capacité à pouvoir mettre en œuvre des cas d'usage de reporting plutôt classiques, mais pas encore tout à fait prête forcément pour les cas d'usage d'intelligence artificielle. Et donc là, il y a quelque part un peu urgence de certains de nos clients qui sont encore au tout début de leur trajectoire de transformation à mettre en œuvre en tout cas une modernisation de leur infrastructure data, ou alors d'autres clients comme MCR qui ont déjà entamé cette transformation il y a un petit moment et qui sont déjà forcément beaucoup plus prêts pour pouvoir mettre en œuvre ce type de cas d'usage. Alors, je vais laisser tout de suite Thibaut commencer par la réalité avant de vous parler du mythe. Je trouve que c'est bien de voir tout de suite un petit retour d'expérience où Thibaut va un peu nous partager alors pourquoi la Modern Data Stack, quels sont les bénéfices, le ROI et puis bien sûr les enseignements que tu en as tirés et je te laisse la main tout de suite. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être relativement concis, synthétique, et puis de laisser de la place pour des questions éventuelles à la fin. Pour faire un petit peu la genèse de pourquoi la Modern Data Stack, HomeServe, il y a maintenant 3-4 ans, a connu, on va dire, avant tout un move vers le cloud de nombreuses de ses infrastructures. Et ça a commencé par un gros projet où on a basculé notre CRM historique vers Salesforce. Et en fait, on est venu adosser à cette initiative au sein de la DSI à l'époque la refonte de notre data platform, alors qui était effectivement une BI comme sans doute beaucoup l'ont ou l'avaient, à savoir des SQL Server, du Business Object chez nous, et puis du reporting, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, la vision qu'on avait posée à l'époque, c'était effectivement d'avoir une data platform qui était agnostique, donc en termes de technologie, flexible pour pouvoir effectivement être compatible avec tout notre écosystème, et puis scalable, dans le sens où voilà, on savait qu'on avait une forte croissance, on sait couvrir les enjeux d'aujourd'hui, comment on couvre ceux de demain. Donc, c'était un peu la vision qu'on s'était posée. Et donc, à l'époque, on avait fait des choix, on va dire, un peu structurants. Donc, c'était de se dire, OK, on part également sur l'ensemble de la data platform vers le cloud. On a une approche, alors que je nomme ici Lakehouse, mais outre le buzzword, c'est de dire il faut qu'elle soit cohérente avec notre contexte. On parlait par exemple de use case de temps réel ou des use cases, je ne sais pas, avec des énormes volumétries. Chez HomeServe, on ne fait pas vraiment de big data au sens propre du terme. On a peu ou pas de scénario temps réel. Par contre, on a d'autres contraintes qui sont les nôtres sur des notions de réglementation, sur des usages qu'on voulait démocratiser. Donc voilà, c'est pas... il n'y a pas, je pense, une recette de Modern Data Stack unique. Il y a une modularité dans la Modern Data Stack qu'il faut savoir composer pour qu'elle se prête le mieux à notre contexte dans chaque entreprise. Et puis, un autre choix structurant qu'on avait fait aussi, et c'est devenu maintenant, je pense, la norme dans la Modern Data Stack, c'est l'approche ELT versus ETL historique, à savoir que on vient démocratiser d'une certaine manière l'accès à la donnée en ouvrant à quiconque sait faire du SQL plus ou moins la capacité de bâtir rapidement des pipelines de données. Donc, on n'est plus dans la nécessité de maîtriser telle ou telle technologie d'ETL. On peut reposer sur, on va dire, des pools de compétences qui sont maintenant beaucoup plus larges. Et donc, on ouvre l'accès de cette manière-là. Je te laisse passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, alors déjà, on ne parlait pas vraiment de Modern Data Stack en 2020. Je pense qu'on a essuyé quelques plâtres, mais malgré tout, on est arrivé à ce qu'on constate aujourd'hui être la Modern Data Stack. Donc, quel bénéfice aujourd'hui, si je fais l'analogie entre effectivement le schéma Modern Data Stack de mon slide précédent et celui-là, on voit qu'on a quelque part construit cette archi unifiée dont parlait Brahim, qui est au centre, et on est suffisamment agnostique pour se dire, voilà, toutes les sources de nos données, quelles qu'elles soient, on est en mesure de les ingérer dans notre data platform.
Et à droite, entre guillemets, quelles que soient les finalités d'exploitation de ces données-là, qu'elles soient effectivement, ici j'en ai listé quelques-unes, mais qui sont de l'ordre du self-service BI, plutôt de la construction ou de l'analyse avancée, que ça soit des sujets de data science, ou que ça soit, et j'y reviendrai, en fait, se sourcer sur cette data platform, non pas pour réaliser pour des finalités d'analytique, mais pour venir enrichir avec ces mêmes données, ces mêmes informations d'autres plateformes. On se base toujours sur cette même architecture. Donc, quels sont les bénéfices? En fait, c'est un peu cela. C'est pour ces ensembles de finalités, les principaux bénéfices, c'est un peu notre mantra interne qui est autour de la standardisation, de la simplification et de l'automatisation. Donc, en fait, le fait que toutes nos données sont au même endroit, que toutes nos couches de modélisation, nos KPI sont au même endroit, ça implique une forme de transparence sur l'ensemble des couches. Et donc, on sait parfaitement comment d'une donnée source, on arrive au calcul de tel ou tel KPI. Donc ça va dans le sens de renforcer la confiance de nos utilisateurs qui consomment cette donnée. Et puis aussi, notre capacité pour nos analystes à monter rapidement en compétence sur un nouveau périmètre et ensuite à les maintenir et les faire évoluer, entre guillemets, de la manière la plus simple possible. Et puis le second bénéfice qui est un peu un corollaire à ça pour moi, qui est que tout étant accessible, le travail de modélisation qui est fait par mes équipes, mais qui est utilisé pour des finalités d'analytique, comme je disais, il est aussi utilisé pour que d'autres équipes consomment ces données-là au sein de leur plateforme. Donc chez nous, si je prends des exemples concrets, les éléments de scoring ou de segmentation client, Salesforce, notre CRM, va venir chercher sur notre data platform ces éléments-là pour les afficher, pour les utiliser sur les écrans de notre call center. La solution qui fait du marketing automation va se sourcer aussi sur notre data platform. Et puis voilà, on a tout un tas de scénarios comme ça où la data platform devient une source non pas que pour des finalités d'analytique, mais aussi comme un hub de données utilisé partout dans l'entreprise. Donc on a ce côté ingestion, mais on a aussi quelque part ce côté consommation de ce qui est dans la moderne data stack, vraiment de manière agnostique. Si tu passais au slide suivant, s'il te plaît. Donc, quels enseignements quelque part, nous, en 2020, on avait fait le choix, c'était un choix vraiment d'investissement d'entreprise. Donc, on avait monté une product team pour ceux qui sont familiers avec l'agilité, autour de cette initiative. Donc, à l'époque, j'avais le rôle de product manager. Donc, ça constituait effectivement avoir des ressources dédiées, avoir une approche de priorisation par l'impact. Donc, notre idée de base, c'était non pas de faire un projet de migration de notre ancienne stack vers cette nouvelle-là, mais vraiment d'avoir une approche incrémentale, cas d'usage par cas d'usage, assez classique maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'est un parti pris qui, je pense, a fonctionné. Et puis, un sponsorship fort, parce que malgré tout, ça représente un investissement, et même si on peut modéliser des choses en termes de ROI, il y a quand même, en tout cas à l'époque, un pari sur l'avenir, et donc le COMEX était derrière nous. J'ai mis des éléments de coût à titre indicatif, mais le message que je ferai passer plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, même pour des startups, scale-up, c'est un des gros avantages, je pense, de la moderne data stack, c'est que des outils, justement cloud, deviennent coûteux quand on va faire beaucoup de calculs. Mais par contre, quand on a peu de volume, ou même quand on a beaucoup de volume, c'est quand même très avantageux. On s'abstrait vraiment de la partie à la fois performance, parce qu'on a une rapidité qu'on ne connaissait pas avec potentiellement des serveurs on-prem, et puis des coûts qui sont vraiment moindres. Même dans certains cas, si je prends l'exemple de BigQuery qui est le nôtre, je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à 1 Tera de données, c'est gratuit. Donc c'est aussi des choix qui permettent, je pense, d'aller très rapidement sur des premiers use cases en utilisant des solutions managées. Donc là où les coûts
en année 1 étaient les nôtres. Et c'est quelque part, à chaque fois qu'on monte une product team, c'est un peu similaire. On arrive aux alentours entre 500 et 1 million suivant l'investissement qu'on souhaite y mettre. Mais c'est surtout accélérer avec de l'expertise externe. Et là, je pense notamment à Kérus. Et puis faire des choix de stack, effectivement, parfois plus ou moins coûteux suivant les finalités que vous voulez atteindre. Donc les challenges qui ont été les nôtres ont plutôt été beaucoup de discovery dans le langage des product teams, c'est-à-dire qu'en 2020, on n'avait pas le niveau de maturité qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc on a quand même beaucoup tâtonné avant de trouver justement notre assemblage de différentes solutions qui constituent aujourd'hui notre moderne data stack et qui s'est beaucoup étoffé les années qui suivent. J'ai essayé d'illustrer ça sur le petit schéma en bas à droite. Une expertise historique qui était effectivement difficile à trouver, notamment parce que nous, on avait fait le choix d'un move to cloud qui était sur Google Cloud Platform. Et à l'époque, on parlait plutôt d'AWS et un peu de Snowflake. Mais BigQuery n'était pas encore là où il était aujourd'hui. Donc, trouver sur le bassin lyonnais des experts qui avaient déjà monté une data platform, c'était compliqué. Un élément qui est pas technologique, mais qui est plutôt du change organisationnel, c'est qu'effectivement, ce changement de paradigme ETL, ELT dont je parlais, c'est qu'historiquement, c'était plutôt des populations de data ingénieurs, on va dire, qui s'appelaient autrement à l'époque d'ailleurs, mais qui maîtrisaient des ETL, qui faisaient ce travail de modélisation, d'application des règles de gestion métier. Nous, chez HomeServe, ça a été d'embarquer plutôt les populations d'analystes qui avaient plutôt un rôle historique d'analyse et de construction de dashboard. En fait, c'est ces gens-là qui ont, parce qu'ils maîtrisaient le SQL, sont devenus eux-mêmes les gens qui construisent aujourd'hui nos pipelines de données. Alors, on a fait le choix, et sur le schéma, non pas de DBT, mais de Dataform, parce que c'est un outil Google, mais qui a un équivalent. Et ça, organisationnellement, ça a été un sujet au long cours. Et encore aujourd'hui, avec l'aide de Kérus notamment, c'est des sujets qui continuent d'être primordiaux pour évangéliser justement les nouveaux analystes sur ces sujets de modélisation. Et puis, un des gros challenges, ça a été l'aspect double run, où bien sûr, on a notre stack legacy, on a notre nouvelle stack, et puis petit à petit, il y a une forme de vase communicant qui s'opère, mais ça veut dire qu'il faut continuer à maintenir et à faire évoluer notre stack historique. Et là encore, on a fait appel à Kérus. Alors aujourd'hui, on n'a plus de stack historique, on va dire, à proprement parler. Mais pendant 2 ans, c'est Kérus qui a aussi assuré, au sein de leur centre de service, le maintien et l'évolution de notre stack historique. Donc, un mot juste sur le schéma en bas à droite, c'est pour vous dire que un des écueils éventuels de la moderne data stack aujourd'hui, c'est que de quelque chose de très simple, malgré tout, il y a quand même aujourd'hui une addition de pas mal de solutions si on veut vraiment couvrir l'ensemble des thématiques, de la gouvernance, de la vis, de la data science, de la modélisation, de l'ingestion. Donc, surtout quand on était arrivé il y a 4 ans dans un marché qui était en pleine, on va dire, rationalisation. À l'époque, il y avait énormément d'acteurs, il y en a toujours énormément, mais on y voit un peu plus clair sur quels sont, entre guillemets, les choix les plus pertinents aujourd'hui. Donc, malgré tout, on est assez aujourd'hui satisfait, je pense, de la stack sur laquelle on évolue. Et je vous inviterai, si ça vous intéresse, effectivement, à me poser des questions et j'entrerai dans le détail, mais on va dire qu'on est une stack Airflow, Google et des outils de data vis standard qui sont aujourd'hui assez classiques. Et le dernier slide, j'essaie de respecter mon timing. Et oui, quel apport de Kérus? Donc, je vous en ai parlé sur à la fois l'expertise historique sur ces sujets, le fait de double run de notre ancienne stack. Et puis, aujourd'hui, en fait, on était, d'un point de vue organisationnel, c'est aussi ça que ça nous a permis, cette moderne data stack, c'est qu'on avait plusieurs équipes data ou des gens qui faisaient de la data au sens large du terme dans l'organisation. Donc, on avait vraiment une orga décentralisée et avec un certain nombre de silos. Ce que la moderne data stack nous a permis de faire, mais encore une fois, ça n'est qu'un outil, ça a été surtout un sujet organisationnel, c'est de rassembler toutes ces expertises au sein d'un même département
qui est notre département data aujourd'hui, qu'on est passé de 5-6 personnes qui travaillaient sur cette moderne data stack à aujourd'hui plus d'une trentaine. Et donc, au sein du département data, notre enjeu aujourd'hui, ce n'est pas forcément de grossir à chaque fois qu'on va avoir des nouveaux rachats, des nouveaux besoins, mais plutôt de faire en sorte de rendre autonome tous les personas, on va dire, consommateurs de cette data stack au sein de l'entreprise. Donc, on passe plutôt dans un mode qui n'est pas une nouvelle décentralisation, mais qui est plutôt… alors, vous allez entendre de parler de data mesh ou de… J'allais le dire. Voilà. Nous, on appelle ça chez nous là, le hub and spoke, mais en gros, c'est de dire il y a un département aujourd'hui data, centre d'excellence, on va dire, sur tout un tas de thématiques. Et maintenant, notre but, c'est de capitaliser sur ça pour venir générer de l'adoption de tous les modules que compose notre data stack au sein des différents métiers. d'Homeserve, des gens de la tech, des business analysts, des gens qui vont devenir, qui vont construire par eux-mêmes des éléments d'analytique. Antoine, qui est à mes côtés de Kerus, aujourd'hui, on a racheté par exemple une société. Au lieu qu'ils aient leur propre data platform, ils utilisent la nôtre et leurs analystes montent en compétences et utilisent effectivement notre framework de gouvernance commun, nos outils, pour venir être autonomes et par eux-mêmes construire tout ce dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment voilà, cette approche du data mesh, oui, mais là où c'est pertinent, pas de manière généralisée. Et en tout cas, c'est là où aujourd'hui on en est. Donc, on n'est pas au bout du chemin, mais effectivement, on a construit et capitalisé sur cette moderne data stack. Et bien sûr, si ça serait à refaire, on le ferait éventuellement un peu différemment, mais dans les grandes lignes, on est quand même pleinement satisfait. Bon, en tout cas, bravo pour ce parcours. Effectivement, tu es passé un peu par toutes les étapes qui sont les étapes nécessaires, effectivement, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment une nouvelle forme de décentralisation, mais c'est plutôt effectivement utiliser ce qu'il y a de bon dans les principes que sont le data ops ou le data mesh, comme le data product, en tout cas, pour pouvoir, on va dire, optimiser encore plus ce que vous faites. Et alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu as commencé tôt. 2020, c'était vraiment les prémices de la MDS. Et tu as certainement essuyé quelques plâtres, mais finalement, tu arrives sur une architecture qui est quand même assez future-proof. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, la tech, c'est seulement un tiers d'un projet data réussi. Les deux autres tiers sont beaucoup de change, beaucoup de process à mettre en place. Et ça, c'est vraiment pas à négliger parce qu'effectivement, quand on veut, on va dire, refaire du data product ou en tout cas refaire une part de self-service ou de décentralisation, je pense qu'il y a beaucoup effectivement d'évangélisation et de change à mettre en place dans les différentes équipes. Écoute, bravo en tout cas pour ce parcours. Donc, moi, je vais prendre maintenant peut-être 10 minutes. Après, je vais laisser de la place aux questions. Je vais essayer d'aller un peu vite. Mais en fait, aujourd'hui, donc nous, ce qu'on remarque, c'est que 2024, ça va être encore une année de transformation et de modernisation pour un grand nombre de nos clients. Il y a quand même encore près de la moitié des organisations qui cherchent à moderniser leurs architectures de données. Alors, pour deux choses que j'expliquais en intro, des analyses opérationnelles qui ont de plus en plus besoin d'être faites à chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de réagir vite, étant donné qu'on est sur des marchés qui sont de plus en plus mouvants et de plus en plus surexcités. La deuxième chose, c'est on ne peut pas échapper à cette vague de l'IA et cette vague de hype autour de l'IA et du machine learning qui font que aujourd'hui, beaucoup de nos clients cherchent à développer des services cognitifs, mais n'ont pas l'architecture data qui va bien. La deuxième chose, et tu l'as évoqué, Thibaut, c'est aujourd'hui, il y a énormément d'outils différents et de sources de données différentes. Il y a besoin aussi de quelque part rationaliser un petit peu tout ça, et puis on va l'évoquer un peu plus tard. Donc, les grands défis, évidemment, je ne vais pas répéter les deux premiers, mais ensuite, effectivement, permettre en tout cas, faire en sorte que les différentes fonctions métiers soient de plus en plus en capacité de faire du libre service et d'utiliser par eux-mêmes les capacités que l'on a mis en œuvre sur cette MDS. Toujours plus de performance et d'évolutivité. Et c'est vrai que le cloud nous a rendu de nombreux services, en tout cas sur la capacité à pouvoir traiter de plus grands volumes de données. Maintenant, effectivement, certains défis qu'ont nos clients, c'est de pouvoir maîtriser le compute. En tout cas, quand on libère la parole ou quand on libère l'action autour du self-service, on peut se retrouver avec des dizaines de modèles, de nouveaux modèles qui sont développés chaque jour, mais pour quelle utilité, pour quel ROI. Donc là, c'est très important de pouvoir maîtriser avec un peu de gouvernance ce que l'on fait, ou en tout cas peut-être aussi avec un peu de MLOps sur des cas d'usage de machine learning et d'IA.
La qualité de données, hein, ça reste quelque chose de majeur chez de nombreux clients. Elle est en baisse constante et c'est aussi du fait que on a des sources de données qui sont à chaque fois très hétérogènes et on a absolument besoin de maîtriser ça. Hein. Je rappelle le dogme que l'on a dans la data, c'est cheat in, cheat out. Donc, si en entrée vos données ne sont pas fiables et ne sont pas trustable, comme on dit, je vois pas comment tu pourrais afficher un dashboard dans le call center pour leur dire effectivement qu'il faut améliorer tel ou tel KPI de satisfaction du client, quoi. La conformité, la transparence, toujours plus, encore plus à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, on a vu effectivement que des sujets de sécurité et de gouvernance sont vraiment de plus en plus prégnants sur la partie intelligence artificielle. Comment maîtriser un modèle, comment s'assurer qu'il ne dérive pas, comment corriger les biais statistiques, comment s'assurer effectivement que quand le modèle est en production, ben, il continue d'avoir la performance que l'on attendait au début. Et puis voilà, toute la partie approvisionnement de données. Donc, tu as parlé du paradigme ETL et ELT, je vais le réévoquer juste après, mais c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, là où on va dire la KPI maîtresse, hein, c'est toujours la maîtrise des coûts. Comment je m'assure que tout ceci ne me coûte pas trop cher. Donc, les cas d'usage, vous les connaissez. Hein, on peut être soit sur de l'amélioration de la productivité sur les cas d'usage, on va dire, d'analyse opérationnelle en temps réel, soit sur de la satisfaction client. On peut être aussi, bien sûr, sur des cas d'usage un peu plus cognitifs. En tout cas, les modèles LLM nous permettent aujourd'hui de proposer un certain nombre de cas d'usage, notamment sur la partie relations clients, sur les chatbots on va dire de relations clients qui nous sont les plus demandés, mais aussi toute la partie recherche documentaire, toute la partie productivité aussi en termes de code. Hein. On a aussi, nous, un enjeu nous-mêmes dans notre propre métier. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'IAGN pour produire du code qui soit plus optimisé ou parfois même pour… en tout cas, on a développé un asset chez Keris qui nous permet de migrer un code d'un langage à un autre. Et c'est parfois très pratique pour certains de nos clients qui ont du code legacy. Je pense notamment à un de nos clients qui souhaitait migrer du code SAS vers du code Python. On a développé un asset en IAGN qui permet de le faire. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui permises par ce type d'architecture. Alors, comme tu le disais, Thibaut, voilà, vous avez sous les yeux l'état de l'écosystème data en 2023. Hein. J'aurais pu le mettre à jour sur 2024, mais il y aurait eu encore plus de logos, ça aurait été encore plus indéchiffrable. L'idée, c'est vraiment d'aider nos clients à naviguer dans cette jungle-là pour atterrir sur quelque chose qui soit plus tangible. Donc là, je vous mets une version ultra simplifiée de la Modern Data Stack avec des logos qui ont été mis là un peu de manière arbitraire. Hein. J'aurais pu en mettre d'autres, mais en tout cas, c'est ceux qui me sont venus en tête quand j'ai fait ce schéma-là. Donc, on va retrouver toutes les sources de données hein, qui peuvent être extrêmement variées à gauche. Hein. On peut être sur du batch, on peut être sur du streaming. Puis, on va retrouver tous les outils d'intégration de données. Donc, des outils d'ETL, mais aussi maintenant, on va dire, cette nouvelle famille d'outils ELT qui est née ces dernières années et qui nous permet effectivement de développer de nouveaux cas d'usage. Et je vais l'exprimer juste après. On a la pièce centrale hein, qui reste encore la data platform en elle-même, hein, qui peut être, alors on peut l'appeler un warehouse, on peut l'appeler un lake, un cloud, un data cloud ou un data lakehouse. Ça va dépendre un petit peu de la stratégie marketing de chacun de ces éditeurs. Mais le principe est le même, hein, c'est comment effectivement j'ai réussi à centraliser mes données pour les rendre, on va dire, accessibles, trustable et pouvoir les utiliser ensuite pour un certain nombre d'usages. On peut avoir des usages donc effectivement descriptifs, du diagnostic aussi, ou alors on peut aller sur du prédictif, du prescriptif, voire même du cognitif avec la chaîne OpenAI. Alors ce schéma pourrait largement continuer sur la droite, notamment sur la partie IA, puisqu'il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement d'industrialiser le développement de cas d'usage IA. C'est l'objet d'une autre offre et il y aura un autre webinaire sur ce sujet-là. Et puis, ce que j'appelle la couche basse, en fait, c'est cette couche qui nous permet d'administrer la plateforme de manière la plus sécurisée possible. En tout cas, la couche data gouvernance, data management, et puis quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe, hein, c'est les outils d'observabilité, donc la data observability, qui se développe beaucoup, on nous en demande de plus en plus. Donc, on est en train effectivement de développer une petite expertise autour de Monte Carlo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le reverse ETL, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que toutes les KPI et toutes les analyses qu'on était capable de faire à droite n'étaient utiles que si et seulement si elles pouvaient être remises au service des utilisateurs métiers. Donc, comment une fois que j'ai développé par exemple un modèle prédictif, je peux le mettre directement à disposition de mes utilisateurs métiers. Je prends par exemple les vendeurs qui peuvent utiliser Salesforce ou les marketeurs qui peuvent utiliser HubSpot ou un autre outil, ont besoin effectivement de ces modèles, du résultat de ces modèles prédictifs. Donc, on utilise le reverse ETL pour ensuite rapatrier le résultat de ces modèles directement dans les outils métiers qui sont nos outils sources. Et là, du coup, on rend en fait nos analyses directement utilisables par les utilisateurs métiers qui sont en fait les utilisateurs finaux.
pour ne pas rester au niveau d'un dashboard, mais peut-être aussi pour ensuite rendre ces KPI vraiment opérationnels. Alors, si je reprends un petit peu chacune des cases, donc là, je vais me focuser sur cette case qui est ici, hein, sur la partie data platform. Vous avez trois grands choix qui s'offrent à vous aujourd'hui sur le marché. Un choix que nous, on appelle le best of breed et que je l'appelle hybride parce qu'en fait, on y retrouve les deux acteurs qui sont des pure players que sont Snowflake et Databricks. Alors, on a un acteur qui va peut-être venir plus du monde du data warehouse, qui est Snowflake, mais qui aujourd'hui a développé tellement de fonctionnalités d'IA qui lui permet aujourd'hui d'avoir une plateforme qui est hybride. C'est pour ça que j'appelle ça hybride. Et puis, on va avoir un Databricks qui vient plus du monde du machine learning et de la data science, qui ensuite a développé un certain nombre de fonctionnalités qui lui permettent aujourd'hui de faire du data warehousing. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces plateformes-là qui sont deux leaders du marché. Et puis ensuite, on a le choix aussi de pouvoir utiliser ce qu'on appelle, nous, un best of suite. Alors, intégré ou composé, ça veut dire quoi? C'est que un Microsoft Fabric a plutôt un modèle où ils ont une bibliothèque d'outils qu'ils ont, on va dire, connectés entre eux pour pouvoir avoir une suite data qui soit la plus complète possible et qui soit la plus intégrée possible. Du côté d'Amazon et du côté de Google, ça reste encore une grande bibliothèque d'outils qui nécessite encore un petit peu d'intégration, en tout cas qui nécessite un peu de travail. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous apporte une best of suite comme ça? Déjà, de rester dans un environnement cloud qui est le même nous permet d'avoir en fait des flux de travail qui sont rationalisés avec un déplacement de données qui est plus facile entre les différents outils. Et puis surtout, ça nous offre une capacité de pouvoir étendre la plateforme avec d'autres outils qui sont disponibles dans l'écosystème cloud qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Donc, tu as parlé effectivement de Dataform et d'autres outils comme ça. Ça nous permet effectivement d'avoir une bibliothèque qui est la plus complète possible et qui nous permet d'être quelque part un peu future-proof en fonction des futurs usages qu'on pourrait avoir sur la plateforme. Après, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est que parfois, on a besoin d'une solution isolée pour un usage unique qui parfois serait beaucoup plus performant s'il était traité par une plateforme en elle-même. Donc, je prends par exemple l'exemple de DuckDB que Antoine, juste à côté de toi, affectionne particulièrement. On se rend compte effectivement que DuckDB et les tests qu'a pu faire Antoine est particulièrement performant pour les calculs en mémoire. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être utile quand on a un cas d'usage, par exemple, d'analyse en temps réel qui nécessite des traitements beaucoup plus massifs en mémoire. Parfois, c'est des outils qui peuvent être extrêmement utiles et extrêmement agiles. Si on regarde maintenant sur la partie moderne data engineering, j'ai envie de dire, donc il y a ce fameux paradigme ETL-ELT. Alors, pour l'expliquer simplement, on se rend compte qu'effectivement, les modèles que l'on développe, notamment dans l'IA, ont besoin de plus en plus de données pour être performants. C'est simple, hein, plus ils ont de données, plus ils sont intelligents et plus ils sont performants. Donc, là où auparavant, on allait faire de l'extract, transform and load, c'est-à-dire qu'on extrayait uniquement les données dont on avait besoin pour faire nos cas d'usage de reporting, qui étaient des cas d'usage un peu plus classiques, le LT va nous permettre de charger d'abord toutes les données dans la plateforme et ensuite de les transformer en fonction du besoin que l'on peut avoir, soit un cas d'usage de reporting, soit effectivement un cas d'usage un peu plus cognitif et qui sera beaucoup plus consommateur en données. Donc, effectivement, on charge toutes les données telles quelles dans la plateforme et ensuite, on les transforme aux besoins. Donc, c'est un changement de paradigme qui est assez important. On voit qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacun des deux paradigmes. Hein. Le premier, effectivement, va nous permettre déjà d'être moins consommateur en données et peut-être aussi d'être plus en contrôle des données que l'on met à disposition des utilisateurs sur la plateforme. Là où l'autre va être plus en capacité de pouvoir effectivement traiter des cas d'usage un peu plus je dirais futuriste, mais en tout cas un peu plus orienté prédictif, prescriptif et cognitif. Alors, si on se projette encore un peu plus loin, d'ici une dizaine d'années, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va aller de plus en plus vers des modèles qui sont des modèles de Change Data Capture ou voire du zéro ETL. Récemment, donc en octobre dernier, Salesforce a annoncé s'intégrer nativement avec Snowflake, ce qui veut dire que les données qui sont modifiées dans Salesforce sont immédiatement disponibles dans Snowflake. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus d'ETL, il n'y a plus de LT. Donc, en fait, les deux plateformes sont intégrées de manière native. Alors, c'est un doux rêve, mais ça ne peut arriver que sur des grandes plateformes comme celle-là, Salesforce, Snowflake ou bien SAP qui viendrait s'intégrer directement avec un BigQuery demain. Mais ça va prendre encore des dizaines et des dizaines d'années avant d'arriver. Mais c'est aussi ce qui commence aujourd'hui à apparaître sur le marché. Et puis, bien sûr, le reverse ETL dont je vous ai parlé, c'est un peu la quintessence de l'usage de la donnée, là où, en fait, tous nos modèles que l'on a développés reviennent entre les mains des utilisateurs métiers pour pouvoir être utilisés de manière très, très, très opérationnelle. Alors, je vais essayer d'aller vite pour vous laisser de la place aux questions. Donc, clairement, aujourd'hui, ce que l'on dit à nos clients, c'est pas de pression, effectivement. Il y aura de toute façon un double run, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, on est capable de démarrer sur des architectures qui sont, on va dire,
petites, simples et qui nous permettent déjà de commencer à expérimenter. Là où peut-être Thibaut, toi, tu as essuyé beaucoup plus les plâtres. Aujourd'hui, on a appris de ces expériences-là. On est capable de proposer à des clients des time to market qui sont beaucoup plus rapides sur la MDS et notamment pour un certain nombre de cas d'usage. Et puis, c'est quand même aussi beaucoup de change. Donc, je tiens à insister là-dessus. C'est seulement un tiers d'un projet de data réussi, de la techno. Le reste, c'est vraiment de l'humain, quoi. Voilà, donc on a vu effectivement que la Modern Data Stack récemment a été un peu remise en question par un certain nombre d'acteurs sur le marché. Donc le fondateur des DPT a posté un article très très long qu'on a analysé. Donc ce qu'il dit, c'est qu'effectivement le marché a évolué, qu'aujourd'hui quasiment tout le monde est sur le cloud. Donc est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre la MDS et la non MDS? Lui, il dit qu'il n'y en a plus. Alors effectivement, hein, pour des acteurs comme Observe qui ont déjà fait leur transition, on parle déjà peut-être plus de MDS et on se projette sur le futur. Mais nous, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de clients qui sont au début de leur trajectoire. Aujourd'hui, il y a des outils comme Tableau qui auparavant n'étaient pas dans le cloud et aujourd'hui sont full cloud. Donc, la frontière entre des outils MDS et non MDS n'existe presque plus. Ils considèrent effectivement que la MDS, le terme a été un peu galvaudé et que aujourd'hui, les investisseurs sont de moins en moins intéressés par des gens qui se définissent comme MDS, mais plutôt par des gens qui se définissent comme des outils d'IA ou d'industrialisation d'IA. Donc, on voit bien que tous les éditeurs vont mettre un peu de l'IA un peu partout sur toutes leurs pages web pour pouvoir effectivement être beaucoup plus attractifs. Et puis voilà, donc on est passé effectivement d'un terme qui était un terme technique à une tendance de marché, puis à un écosystème. Et maintenant, on a un peu dépassé tout ça. Donc voilà, nous ce qu'on en pense au sein du TAB, hein, le TAB, c'est le Kyrus Tech Advisory Board. Hein, c'est une entité qu'on a créée chez Kyrus et qui réunit tous les tech leads de France et qui essaie d'exprimer un point de vue technique et technologique et qui construit la roadmap technologique de Kyrus. Donc, on pense qu'aujourd'hui, la MDS continue de perdurer. On a encore de nombreux clients qui n'ont pas adopté pleinement cette approche et qui ont encore besoin de beaucoup de modernisation. Donc, je pense que ça va être encore une longue traîne qui va durer encore 2 ou 3 ans pour un certain nombre de nos clients. Malgré tout, pour nos clients qui sont les plus matures, aujourd'hui, ils vont se tourner beaucoup plus vers des cas d'usage qui sont, on va dire la chaîne d'architecture, on va dire, qui sera beaucoup plus du côté de l'intelligence artificielle. Donc, on a par exemple aujourd'hui des architectures qui sont proposées qui nous permettent de beaucoup plus, on va dire, mettre en œuvre des modèles LLM, des modèles d'IA un peu plus classiques et on va beaucoup plus se focuser sur cette partie-là de l'architecture, là où on va dire qu'on a déjà fait le travail sur la partie fondationnelle. Aujourd'hui, effectivement, donc, on a une offre chez Kyrus qui nous permet d'accompagner nos clients en fonction des différentes étapes de maturité et de là où vous en êtes effectivement sur votre architecture. Au début, ça peut être de l'audit et de l'analyse jusqu'à effectivement de la mise en œuvre ou en tout cas de la modernisation. Et puis à la fin, il y a aussi beaucoup de travail d'optimisation. C'est ce que d'ailleurs tu es en train de faire avec Antoine sur ton architecture existante côté HomeServe. Donc voilà, pour conclure, on a un peu tout dit. Hein, donc tout va dépendre effectivement de là où vous en êtes dans votre trajectoire de maturité, de modernisation. Si vous avez déjà complètement modernisé, donc on va peut-être plutôt vous accompagner sur de l'optimisation ou en tout cas comment faire en sorte de pouvoir traiter des cas d'usage qui sont un peu différents aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus portés sur l'IA. Et puis si vous en êtes au tout début, vous allez pouvoir effectivement bénéficier de tous les enseignements qui ont été tirés d'implémentation comme celle qu'a fait Thibaut chez HomeServe pour pouvoir accélérer votre mise en œuvre de la MDS. Nous, ce qu'on propose à nos clients pour avancer, c'est de mettre en place un atelier de cadrage au début sans frais, effectivement, puisqu'on peut venir pendant une demi-journée pour travailler un petit peu sur l'audit et identifier un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre propre maturité et pouvoir effectivement avancer sur des premiers cas d'implémentation. Alors, j'arrive aux questions. Je suis allé un peu vite, mais parce qu'il ne reste que 5 minutes. Donc, je suis preneur des questions si vous en avez. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat avec BigQuery également via Salesforce Data Cloud. Oui, effectivement. Donc, il y a peut-être également effectivement une intégration native entre les deux outils. Tu as déjà exploré ça? Ah, c'est toi qui l'as écrit, pardon, Thibaut. Ouais, justement, ouais, c'est en cours. Ah, c'est en cours d'exploration, ok. Et donc, est-ce que ça te réduirait assez fortement ta charge de TL ou de LT aujourd'hui, ou est-ce que ça représente une grosse part de tes données? Aujourd'hui, oui, Salesforce, je dirais, c'est la majorité des données et souvent d'ailleurs centrale dans pas mal de nos chaînes, on va dire, les plus critiques. Et en fait, je dirais que c'est aussi un avantage en termes c'est pas en termes de perf, mais de résilience surtout. C'est-à-dire que aujourd'hui, taper, que ce soit avec un Fivetran, Airbyte ou n'importe quel ETL, ELT,
on est toujours tributaire des API Salesforce et des aléas que ça peut engendrer. Et s'il faut faire des rattrapages historiques, enfin bref, sur des problématiques vraiment de résilience, c'est là où je pense que du chain data capture ou une forme comme ça vraiment de transparence entre un événement Salesforce entraîne un événement en base. Je pense qu'effectivement, si on peut aller vers ça demain en 0 ETL, parce que la moderne data stack, c'est aussi standardiser la stack data pour pouvoir justement avoir ce type de use case entre des grands acteurs du marché. Si on a peu d'outils data, peu d'outils CRM, ERP, enfin les grandes briques qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises, je pense que dans les incentives de pourquoi investir vers des solutions standards, il y a d'être en mesure de tirer parti de ce qui va avec. Et ces connecteurs ou ces couches d'abstraction qui peuvent naître entre ces différents outils-là, il ne faut pas s'en priver si elles existent. Donc, on est toujours un peu en veille permanente pour tirer parti justement des évolutions techno, des grands outils, on va dire, standards du marché. Il y a une question qui a été posée, c'est quels sont les principaux avantages de la Modern Stack, la Modern Data Stack? Tu veux y répondre, Thibaut? Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de réponses suivant notre contexte d'entreprise. En tout cas, dans notre cas de figure, je pense que c'est vraiment l'enjeu de scalabilité, c'est-à-dire que les problèmes de vraiment, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a aujourd'hui 0 problème de performance, par exemple. Il n'y a pas une requête qui prend trop de temps, quelle qu'elle soit dans nos pipelines. Et en termes de coûts, même pour, je disais, des petites structures, on a vraiment, encore une fois, si on fait peu de compute, on arrive à des coûts vraiment minimes et ça permet à des petites structures d'avoir un peu ce qui se fait de mieux en termes de stack data à des coûts on va dire qu'on peut absorber même quand on est un petit acteur et standard et future-proof. Donc, c'est un peu un no-brainer, entre guillemets, je trouve, aujourd'hui, en termes de maturité de ce qu'est aujourd'hui la moderne data stack. Donc, en plus, il n'y a pas cette approche nécessairement Big Bang, qui est un gros projet de migration qui peut faire peur, mais dans une approche qui est, même dans un premier temps, pour un ou plusieurs use cases bien identifiés, de mettre en place une moderne data stack, aujourd'hui, c'est une histoire de jours. Ouais. Là où nous, effectivement, en 2020, c'était plutôt une histoire de mois. Donc, voilà. C'est impressionnant, le time to market. Enfin, on voit aujourd'hui, pour certains de nos clients qui veulent commencer à tester un certain nombre de choses, on est capable en quelques semaines déjà de commencer à avoir des choses de manière assez rapide. Et je pense qu'une fois que tes données sont sur la plateforme et qu'elles sont effectivement nettoyées, mises en qualité, etc., pour développer des applicatifs derrière, que ce soit du reporting ou que ce soit des cas d'usage d'IA, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible. Et je trouve que le time to market, c'est aussi un gros avantage. Time to market du développement applicatif sur la base des données disponibles dans la Modern Data Stack est quand même très rapide. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous allez recevoir effectivement le replay. Vous aurez aussi un moyen de nous contacter pour avoir plus d'informations si jamais vous souhaitez entrer en contact avec nous ou si vous souhaitez effectivement que l'on vienne vous rencontrer pour pouvoir mettre en place un atelier comme celui-là pour pouvoir essayer de réfléchir avec vous sur votre propre trajectoire de Modern Data Stack. Thibaut, je te remercie pour ta présence et pour ton partage d'expérience et la transparence de tout ce que tu as pu nous expliquer sur ta trajectoire à toi, les écueils que tu as pu rencontrer. Merci beaucoup. Et de même, s'il y a d'éventuelles questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci. C'est le moment de terminer cet événement. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, on vous donne rendez-vous lors d'un prochain événement, probablement plus autour de notre offre sur l'intelligence artificielle. Effectivement, on aura le même type de descriptif. En tout cas, on pourra effectivement vous présenter également quelles sont les typologies d'architecture pour mettre en place de l'intelligence artificielle dans vos organisations. Et merci en tout cas pour votre participation. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.